Madame, Monsieur, bienvenue à Téléglise. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier, déjà quelques 4 millions de personnes ont fui le pays. Pour la Suisse, chaque jour, environ 1000 personnes arrivent chez nous pour atteindre un nombre dépassant plus de 30 000 personnes actuellement. La solidarité pour l'Ukraine et en particulier l'accueil de réfugiés concerne aussi notre région, bien sûr, avec son lot de défis et de difficultés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités. Tout d'abord, vous, Mathieu Chénian, cofondateur et président d'Amitra, une association qui œuvre depuis 2015 dans l'accompagnement des requérants d'asile à Tramelan. Vous offrez notamment des cours de langue bénévoles. Quel impact a la situation en Ukraine sur votre travail sur le terrain? Alors pour l'instant, sur le travail d'Amitra, c'est difficile de voir un impact direct, car nous travaillons beaucoup avec le centre de requérants d'asile de Tramelan. Donc les personnes ukrainiennes sont plutôt actuellement dans des familles ou dans un accueil un peu différent. Donc pour l'instant, on n'a pas d'impact direct. Mais par contre, on a énormément de demandes de gens qui souhaitent se renseigner, qui souhaitent savoir comment accueillir éventuellement quelqu'un. Et puis voilà, pour l'instant, on fait partie d'un groupe de travail avec la commune pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Avec vous, Sylviane Soulav-Catalfamo, membre de l'association Alle Menschen, tous les êtres humains, qui apporte un soutien aux requérants déboutés. Vous êtes aussi membre du groupe d'accompagnement du goûter pour sans-papiers à Bienne et vous êtes la présidente de la commission migration de l'arrondissement jurassien des Églises réformées. Alors pour vous aussi, qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée de réfugiés ukrainiens? D'abord, personnellement, c'était un choc parce que je me suis dit, dans l'histoire, il y avait avant le 24 février et maintenant, il y a le 24 février, il y aura de grands changements. Sinon, en tant que présidente de la commission, nous avons fait un appel à toutes les paroisses en leur indiquant où elles pouvaient chercher de l'aide, si elles pouvaient aussi éventuellement annoncer des appartements à disposition. Pour le groupe d'accompagnement des sans-papiers, nous sommes conscients de ce qui va arriver, nous sommes contents que la Suisse accueille ces réfugiés, mais nous allons veiller à ce que le goûter et Point Conseil, ainsi que les Ukrainiens, soient 2 domaines qui sont séparés. Parce que c'est vraiment des histoires très différentes. D'un côté, c'est des histoires tragiques de gens qui n'ont pas d'avenir, et de l'autre côté, des gens qui vivent des choses tragiques aussi, mais qui espèrent et qui ont une possibilité d'imaginer un avenir. Et voilà. Et puis pour Alle Menschen, tous les êtres humains, nous occupons des déboutés, eh bien les choses ont été un peu plus rapidement. C'est-à-dire que le canton maintenant a décidé très rapidement que les déboutés qui sont dans le centre de retour de Bougeant devaient absolument tout de suite quitter. Ça veut dire que ces personnes qui auraient souhaité rester à Bienne, mais dans d'autres conditions, vont être transférées à Engistein, dans la commune de Worb, loin de tout. Pour les parents, c'est une tragédie parce qu'elles perdent leur réseau. Et puis ces containers vides devraient accueillir les Ukrainiens. Personnellement, j'espère juste qu'ils vont un peu les restaurer, parce que c'est vraiment pas des très beaux containers. Voilà. Donc il y a des changements, oui. Alors, dans les projets de solidarité envers les réfugiés ukrainiens, nous allons nous intéresser à un cas particulier. Il y a quelques semaines, un convoi provenant d'Erguel s'est rendu dans un camp de réfugiés en Pologne afin d'y rechercher des réfugiés ukrainiennes et ukrainiens. Il est revenu avec 27 personnes, un chien et un chat. C'est l'histoire que raconte le reportage que je vous invite à découvrir. Il est signé Pierre-Alain Fray. Dimanche 20 mars, 22h30. Cette nuit à Saint-Imier, dans le Jura bernois, règne une activité inhabituelle. Un convoi parti de Villeray 4 jours auparavant pour la frontière ukrainienne est de retour avec 27 réfugiés, un chat et un chien.
Au centre d'accueil mis à disposition par la commune, des bénévoles de toute la région ainsi que l'association MIA, Maison d'ici et d'ailleurs, se sont mobilisés pour recevoir ceux qui ont dû fuir le conflit pour se mettre à l'abri. Le début de l'aventure commence à Villeray, le village voisin de Saint-Imier, avec Nicole, présidente de l'association Rosée d'Espoir. Quand ils ont commencé à bombarder à Kharkiv, j'étais moi-même très touchée parce que je reconnaissais les endroits que j'avais visités, qui étaient magnifiquement bien construits et voir des débris comme ça, j'étais très touchée et j'avais besoin des voitures, j'avais besoin de soutien financier pour pouvoir aller chercher nos amis ukrainiens en frontière de Pologne ou de Budapest. Nicole justement m'a contacté, puis je l'ai trouvé ultra énergique, plein de bonne volonté, et puis elle cherchait justement aussi des gens pour aller là-bas, aider, et puis moi j'ai parlé de mon projet, puis elle m'a aidé notamment, elle a collecté des dons pour le diesel, des biens pour amener là-bas, enfin voilà, le résultat de ce qu'il y a peut-être maintenant, c'est vraiment le cumul d'individus privés, d'associations comme la Rosée d'Espoir, la Maison ici et d'ailleurs, le côté institutionnel, c'est toute cette chaîne en fait, tout le monde fait un petit peu, puis ça donne un super résultat en fait. Grâce à la solidarité de nombreuses personnes et à la mobilisation de la paroisse réformée, 10 chauffeurs et 5 véhicules quittent Villeray en direction de la frontière ukrainienne. Un itinéraire de 1800 km qui traverse l'Allemagne et la Pologne. Pour Yves Rochat, le but est également d'aller chercher Samira et sa famille. Une amie ukrainienne qu'il a rencontrée il y a 10 ans à l'occasion d'un voyage à Kiev. Il faudra un peu plus de 18 heures de route au convoi pour rejoindre Zamosk, une ville de 60 000 habitants située en Pologne orientale, à 40 km seulement de la frontière ukrainienne. Première mission pour le convoi de Saint-Imier, récupérer Samira, ses 2 enfants de 3 et 7 ans, son frère et la fille d'une voisine. Quand elle est partie, elle m'a dit avant de partir, elle m'a dit mais ça fait plusieurs jours que je pleure parce que ma mère ne vient pas, enfin... Puis on n'avait pas encore eu le temps de discuter, on s'écrivait, donc je chantais un peu quelque chose d'un peu lourd comme ça, que c'était compliqué aussi pour elle de partir avec ses 2 enfants un peu sous les bras puis une valise. À Zamosk, des cars sont en transit, ils apparaissent et s'évanouissent dans la nuit, un balai de véhicules qui rappelle l'ampleur du conflit. Samira et sa famille sont en route, il est prévu qu'ils arrivent dans la nuit. Yves, le responsable du convoi, ne sait pas encore quand ni où le car va les déposer. Ouais, elle est là, elle arrive là, elle arrive là. Il faut qu'on chope le bus. Attends, stop. C'est un grand bus blanc. C'est ça. Grand bus blanc. 1 minute. Mais je pense que c'est ça, quoi. Non, c'est pas ça. C'est un autre bus. On est arrivé par la route ici. Les informations envoyées par Samira arrivent par message et point de géolocalisation. La communication est difficile, d'autant plus dans une ville que personne ne connaît. Il y a une station-service qui est juste après, c'est là normalement. Bien pris. On les a trouvés sur l'arrêt plus. Yes, we just arrived at 8 o'clock. And then we tried to find the position, but your connection was very bad. Good. I'm happy that you are here. It's very good. Yes, it's great. Yeah. Go inside, it's harder and it's better. Bon, ben ça c'est bien, quoi. It's a very good hotel, but that's the only one that we find, so it's cool. Au centre d'accueil du camp de transit de Zamosk, l'atmosphère semble sereine ce matin. Mais les réfugiés sont bien là, logés dans les bâtiments de ce qui semble être une école. Ici, dans les grosses journées, jusqu'à 1000 personnes arrivent et repartent. Régulièrement, des véhicules privés amènent des habits, de la nourriture. Des cars et minibus en provenance de différents pays européens sont en attente. C'est ici que l'équipe de Saint-Imier vient proposer ses places pour la Suisse. Géré essentiellement par des bénévoles, le centre de réfugiés de Zamosk fait office de camp de transit. Avec l'aide de Samira, les différents documents administratifs sont remplis. Yes.
Devant l'ampleur du travail, les Polonais sont efficaces et bien organisés. Un responsable du camp nous avouera cependant qu'il y a 10 jours qu'il n'est pas rentré chez lui. Pierre-Alain, t'as combien de places si jamais dans ta bagnole? So, maximum 25. Ils ont beaucoup de résilience dans le sens où pour nous c'est un peu le début de l'histoire avec eux, mais eux ils ont déjà des jours de marche ou de bus ou de train dans les pattes. If we find someone, we go to the hotel by ourselves. We have the bus, so Okay. we If you find it the next hour, you call me. Otherwise, in one hour we go back to you Switzerland. living. Ils ont déjà quitté leur famille, s'ils sont là à la frontière, ils ont déjà des choses difficiles qui se sont passées pour eux. C'est la capacité à décider très vite de partir loin, parce que la Suisse, c'est pas forcément leur premier choix. Hein. Ils veulent aller en Allemagne, en Slovaquie, en Roumanie, en Pologne. Le choix, il est tellement énorme de partir si loin de leur famille, puis d'y être maintenant peut-être pour des semaines, des mois. Ça m'a vraiment impressionné. On va mettre après. Au départ, de multiples contrôles sont encore faits par les autorités polonaises. Tout est inscrit, notamment l'identité des Ukrainiens qui quittent le camp, mais aussi l'identité des Suisses et l'immatriculation des véhicules qui les prennent en charge. Ok, very good. Thanks a lot. Thank you. Good luck. Goodbye. Thank you very much. Good luck, guys. Bien joué, les gars. Puis, enfin, À Saint-Imier, après une courte nuit, c'est l'heure du petit déjeuner et le moment où les familles d'accueil rencontrent pour la première fois les nouveaux arrivés. L'émotion est au rendez-vous. D'un côté et de l'autre, on se découvre, on fait connaissance. Déjà, il n'a pas compris comment vous appelez. Alors, Marie-Claire. Marie. Oui. Claire. Это два имени. Мария. Можно просто Мария. Oui, Marie. Très bien. Je m'appellerai Marie maintenant. C'est parfait. Ok, comme. Pour Marie-Claire et Raphaël, l'aventure commence maintenant. Avec leurs 4 enfants, ils accueillent Natalia, Alissa et Joachim. Pour eux, ils ont tout spécialement préparé un espace de vie dans leur maison à Sonvilliers. Do you have Google Traduction? У вас є додаток для перекладу. Super. Не совсем подожди. Едем к себе домой. Oh, je suis toute émue. Alissa, Joachim, you see the school. On avait suivi un peu à distance le voyage. Nous, on ne savait pas aussi ce qui allait nous arriver. On n'avait aucune idée des personnes qui allaient être placées chez nous et dans quel état aussi émotionnel ils allaient arriver. C'était touchant, quoi, de voir des gens, de les accueillir chez soi sans les connaître, sans savoir leur parcours. If you show me a number, I can understand what you mean. On a toujours dit qu'on serait une famille accueillante. On a acheté une maison justement pour avoir de la place et pour avoir du monde chez nous. Puis là, c'était vraiment une bonne occasion de faire le pas. On s'est dit c'est comme une décision sur une longue période. Ça va impacter directement tout notre fonctionnement. Ah ouais, attends. Elle habite là et puis elle travaille là. La prise de décision était très difficile, puisque je laissais là-bas ma famille, ma mère, mon mari et beaucoup de parents et amis. Notre marraine, qui habite à Kharkiv, a passé 2 semaines au sous-sol parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Leur maison a été détruite. Tout ce qu'il y avait dedans était détruit. Alors mon mari m'a dit « Prends les enfants, tu dois les protéger, ils n'ont pas à voir ça ». C'était très pénible pour moi. Très pénible car c'est toute notre vie. C'est très difficile en 20 minutes de mettre dans une valise 33 ans de ma vie.
Tout le monde se pose la question de savoir pourquoi cette guerre a éclaté. Il était très dur pour moi de quitter l'Ukraine parce que tous mes proches, mes parents, mon mari, toute la famille, tous restaient là-bas, à Kiev. On est ici, à l'endroit calme, tout va bien, mais en ton fort intérieur, c'est toujours pareil. Tu ressens une grande douleur, une grande tristesse. J'aime beaucoup la famille qui nous accueille en Suisse. Je leur suis très reconnaissante. Tous mes parents les remercient du fond du cœur également. Mais la maison, c'est toujours la maison. Et j'aimerais tellement, bien sûr, retrouver notre pays, le reconstruire et vivre comme on vivait avant. Il est très difficile de dominer ses émotions. Elles sont toujours là, ses pensées sont toujours là. Tu attends, tu surveilles le téléphone. Peut-être il s'est passé quelque chose. Tu attends la moindre nouvelle. C'est dur. Chacun vit cette situation à sa façon. Il y a ceux qui dépriment, qui se replient sur eux-mêmes. Les autres pleurent et on n'y peut rien. Et la guerre, tu n'aurais jamais pensé que cela t'arriverait, ni à toi, ni à ton pays. Je pense que c'est une super belle aventure. C'est pas facile. Mais quand on sait que c'est facile pour personne, je crois que ça aide. Sylviane Tsula-Fkatalfamo, quel regard portez-vous sur ce reportage? Je suis impressionnée. C'est remarquable ce que ces gens ont fait. Si rapidement se réunir, remplir les voitures, partir, revenir avec ces personnes, c'est extraordinaire. Je me permets juste de dire ceci, c'est qu'ils sont allés en Pologne, n'est-ce pas? Oui. Entre la Pologne et la Biélorussie, il y a une forêt dans laquelle des Afghans, des Syriens continuent d'essayer de passer la frontière parce qu'on leur a fait miroiter que par ce chemin-là, ils pourraient éventuellement entrer en Europe. Donc c'est dommage qu'elles n'aient pas pu amener aussi quelques-unes de ces personnes. Mais bravo. Non, je dis bravo, c'est bien. Mathieu Chénien, comment vous expliquez cette vague de solidarité qu'on voit aussi dans ce reportage et qui se montre en Suisse? Bon, il y a beaucoup d'émotions là autour de cette guerre. C'est une guerre que peut-être qu'on comprend aussi un peu plus facilement. Il y a entre guillemets des méchants, des gentils. C'est une guerre qui nous parle aussi peut-être au niveau historique. Donc on retrouve un conflit qu'on avait un petit peu oublié, mais qu'on a dans le profond de notre âme quelque part. Donc il y a de l'émotion, beaucoup d'émotions et c'est une guerre dans laquelle je pense quelque part on est impliqué aussi. Alors on retrouve moins évidemment ce genre de phénomène avec une guerre en Afghanistan ou ce qui se passe en Érythrée ou je ne sais pas dans quel pays, où c'est peut-être beaucoup plus complexe, beaucoup plus loin de ce qui se passe chez nous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors je dirais surtout pour la première fois depuis bien longtemps, le gouvernement suisse est en avant et dit « Venez, il faut qu'on accueille ces gens-là ». Ce qui ne s'est pas passé
par exemple, quand l'ex-Yougoslavie a éclaté. Pourtant, c'était aussi en Europe. Hein. Et là, on avait même mis en place ce fameux permis S. Mais ce permis S, ils l'ont activé maintenant pour les Ukrainiens, heureusement. Mais c'est là qu'on se rend compte que si un gouvernement prend une position d'ouverture, on peut facilement engager les gens, les stimuler et voir ce qu'on a vu justement dans le petit reportage. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a eu ni pour les Érythréens, ni pour les Afghans, ni pour les Syriens. Enfin, là, vous en savez quelque chose. Il est clair que c'est quand je vois la peine qu'on a eue pour faire venir un mineur afghan qui était 3 ans en Grèce, bloqué là, alors que son frère est en Suisse. Enfin voilà, les capacités d'intégration de ce jeune étaient pratiquement acquises. On se dit que là, en 2 jours, 3 jours, tout le monde peut venir. C'est clair qu'il y a des différences comme ça qui sont... je ne sais pas comment dire ça. Pour moi, c'est assez décontenançant. Parce que au départ, je parle, comme mon engagement, il est plutôt d'une question humanitaire. On est dans l'humain, dans la relation humaine, plutôt que... Je ne sais pas si les Afghans devraient venir ici, si les Ukrainiens doivent... Ce n'est pas ça la question pour moi. Donc, de faire des différences tout à coup, il y a des blocages pour certaines populations, puis d'autres où c'est plus facile. C'est assez décontenançant. Tant mieux pour les Ukrainiens, c'est important de le faire. Hein, mais ce n'est pas propre à la Suisse. Hein. Ce n'est pas propre à la Suisse. Toute l'Europe. Mais je pense tous les pays, quelque part. Je pense que... Orban, lui, il est très clair. Voilà. Il dit il y a les réfugiés, sous-entendu les Ukrainiens, les autres, c'est les migrants. On sait clairement. Donc, Afghans, Syriens, Érythréens, tout ça, vous êtes des migrants. On ne vous veut pas. C'est fou. Alors, il y a ce niveau politique. Moi, ce qui m'intéressait encore, c'était de vous entendre par rapport à ces initiatives privées, ces engagements sous l'émotion, hein, ce que vous décriviez. Est-ce que finalement, toute solidarité est bonne? Est-ce que tout geste d'accueil est à applaudir et à se réjouir? Mais je crois, oui. Parce que si c'est fait avec le cœur, finalement, c'est ce qu'on... Si c'est fait avec humanité, il faut le faire aussi peut-être avec humilité aussi. Ça, c'est aussi important parce qu'on va faire des erreurs, bien entendu, surtout quand c'est très rapide comme ça. Donc, on accueille des gens chez nous, ils entrent dans notre intimité, donc ils vont peut-être... il y aura bien entendu des sources de tension, donc il faut être faire le travail avec beaucoup d'humilité, je pense aussi. Et il faudra absolument que les autorités mettent en place, avec l'aide, je dirais, de la société civile, ça peut aussi être des églises, des lieux de rencontre où ces Ukrainiens, Ukrainiennes peuvent se retrouver. Et il faut aussi qu'on ait des personnes de conseil chez qui on peut aller. Alors, par exemple, l'Office de consultation sur l'asile va organiser 3 moments. Attendez, je vais vous donner les dates quand même, hein. C'est assez intéressant. C'est le 26 avril, le 10 mai et le 24 mai, où par Zoom, on peut poser les questions, demander de l'aide aussi. Ce n'est pas l'OCA qui va forcément donner l'aide, mais elle peut vous conseiller, elle peut vous dire où vous pouvez aller. Parce que je crois qu'il ne faut pas oublier que ces femmes, parce que c'est surtout des femmes qui viennent, c'est les femmes, elles sont autonomes, elles ont une indépendance, on ne peut pas les traiter comme des assistés, simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est pas évident. Et puis en plus, il faut beaucoup d'espace quand même. Hein. On ne peut pas comme ça, juste avec un bon cœur, cohabiter dans un petit espace. Donc c'est complexe. On peut relever ce défi, hein, c'est compliqué, mais il ne faut pas hésiter à taper aux bonnes portes quand on constate que ça ne va plus, qu'on n'en peut plus. Tout à fait. À long terme, l'accueil chez les privés ne va pas suffire. Il faudra aussi accueillir dans les centres. On parle d'ailleurs de nouveaux centres qui vont ouvrir, des places qui vont se faire. Comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y aura suffisamment de places pour accueillir? Actuellement, il y a 1000 personnes qui arrivent chaque jour. Mais en théorie, oui. Ça va dépendre maintenant aussi des autorités. Qu'est-ce qu'elles vont entreprendre
pour favoriser la politique du logement. Parce que l'espace, il y en a, il y a des locaux vides. Il faut aussi que les autorités entrent en relation avec ces propriétaires et voient comment, à partir de ces locaux vides, on peut faire des endroits où des familles, des femmes, des hommes, des enfants peuvent vivre. Donc oui, ça c'est vraiment la volonté politique. Et maintenant que l'État suisse et tous les cantons sont d'accord, eh bien, qu'ils y aillent, qu'ils se dépêchent pour mettre les choses en place. Ils ont tout dans les mains. Comment vous voyez ça? Moi, j'ai une crainte, mais je ne sais pas si elle est vraiment justifiée. C'est que, comme c'est quand même une population, beaucoup de femmes et d'enfants, on va réussir à leur trouver un encadrement. On le fait déjà. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Hein. Le risque, c'est qu'on oublie les autres, en fait. Le risque, c'est par exemple, on va ouvrir comme en 2016, 2015, on ouvre des abris de protection civile et hop, on y met les jeunes Afghans, les jeunes Syriens qui arrivent, hein, c'est des jeunes seuls, là, ils peuvent aller là, et puis on laisse les structures pour les Ukrainiens. Et voilà, je trouve qu'il faudra bien trouver aussi quelque chose de pas que ça crée des tensions entre réfugiés, qu'il n'y ait pas plusieurs catégories. Voilà. On arrive de nouveau à cette question de la catégorisation, d'un traitement peut-être de faveur par rapport à des réfugiés venant d'Ukraine, par rapport à d'autres réfugiés. En conclusion, quel est votre espoir pour la politique? Est-ce que ça va peut-être rendre plus accueillant la Suisse à l'avenir? Alors actuellement, elle apparaît accueillante, mais en effet, comme Mathieu l'a très bien dit, toutes ces personnes qui sont soit déboutées, soit qui viennent d'autres pays que l'Ukraine, et les décisions n'ont pas été prises, ou bien ils ont un permis F, un permis B, ont le droit de travailler, mais ils ne sont pas encore totalement indépendants. C'est vrai que ces gens-là, on n'a pas le droit de les laisser tomber. Donc, à mon avis, ce qu'il faut, c'est que les forces progressistes dans ce pays, cette société civile aussi, insistent en disant on ne peut pas continuer comme ça, en ayant en quelque sorte 2 catégories de migrants. Et si je mets les déboutés, 3 catégories. On ne peut pas laisser des déboutés. La majorité sont depuis plus d'1 année dans ces centres et ils sont complètement déstructurés. Et leurs enfants vivent avec eux. Donc, il faut que le canton revoie la question du logement aussi pour tout le monde, hein, les centres le moins possible, des logements privés. Et puis au niveau fédéral, il faut absolument qu'on modifie, qu'on revoie le cas de ces personnes et qu'on leur autorise la possibilité de travailler, d'acquérir une formation, d'être occupés. Juste encore, excusez-moi, mais il y a un migrant débouté et qui a rencontré un pasteur, le fameux pasteur de Ricky Asile, et puis il lui a dit vous savez, je vais devoir aller en prison, mais je suis contente d'aller en prison parce que là, je mange bien, je suis occupée, j'ai du travail, je gagne un tout petit peu, mais j'ai du travail et j'ai quelque chose à faire. Tandis que dans le centre, je deviens malade, je deviens fou. Alors ça va pas. Ça, c'est pas possible. Vous êtes d'accord, Mathieu? Dans nos structures d'accueil, oui. Par exemple, moi, c'est une question aussi forte que j'ai, c'est comment je fais pour intégrer ces familles ukrainiennes qui sont dans le village, que je ne connais pas spécialement, qui sont dans les familles, avec les activités que je fais avec le centre, avec les gens. Est-ce qu'ils vont venir? On va essayer de leur proposer, mais est-ce qu'ils vont venir à nos activités? Est-ce qu'eux se sentent aussi réfugiés, comme on peut imaginer un réfugié afghan ou érythréen? On verra, ça va être intéressant, mais on doit faire aussi un effort de repenser notre manière de fonctionner peut-être, en tout cas pour certaines activités. Alors en tout cas, merci de nous avoir ouvert ces pistes de réflexion. Merci à vous, Mathieu Chénia. Merci à vous, Sylviane Tsoulanf-Catalfamo. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt dans Telle Église.